Alors, le 19 juillet 2012, à Kobané, dont vous avez peut-être entendu parler, ont été chassés de là le régime syrien. Alors, certainement, le régime syrien se retire en fait. Donc, c'est en pleine révolution syrienne. Comme vous le savez, en mars 2011, ça commence. Tous les peuples de Syrie se soulèvent contre Bachar el-Assad, que ce soit les Alaouites, les Kurdes, les chrétiens, les Arabes sunnites, etc. Et on voit apparaître des manifestations un peu partout. Et donc l'État l'État syrien commence à s'écrouler, et Bachar el-Assad, ne voulant pas gérer, donc le fils d'Hafez el-Assad, ne voulant pas gérer un problème kurde supplémentaire ou un nouveau front, va plutôt essayer de lutter contre le parti qui est soutenu par donc l'armée syrienne, qui est soutenue par la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais aussi les puissances occidentales comme la France, l'Angleterre et les États-Unis, et qui sont devenus de plus en plus au fil du conflit des milices islamistes qui se sont réunis sur le fait qu'il fallait imposer la charia dans la société. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le déclaraient bien tout seuls. Leur prononciation de bien le dire en arabe et expliquer aux Européens que eux ils sont pour la démocratie, etc. Bon, j'y reviendrai. Bon, il n'y a pas que ça, il y avait aussi des gens très sincères dans cette révolte, mais c'est les islamistes qui ont pris le dessus avec l'idée d'instaurer un État islamique, selon leur dire, en Syrie. Donc, dans ce contexte-là, Bachar el-Assad, il préfère combattre cet ennemi-là, qui était très bien armé par la Turquie, qui était arrosé par les monarchies du Golfe, à coups de pétrodollars en masse, et par cette situation, il part de Kobané. Il part également d'un canton, dont j'ai parlé un petit peu brièvement tout à l'heure, Afrin, et il part de Djezireh, donc la plus grosse partie, donc qui est la moins connue, mais la plus grosse partie kurde, qui est au nord-est de la Syrie, qui est à la fois frontalière avec la Turquie, l'Irak. Donc, je n'ai pas de carte, je suis désolé. Dans cette situation, au début, les Kurdes et le Rojava sont très seuls, donc le parti qui va là-bas exercer une politique, c'est le PYD, le parti de l'Union démocratique. Ce parti-là va s'allier notamment avec tout un tas d'autres partis d'ailleurs qui ne se reconnaissaient ni dans la rébellion de l'armée syrienne ni dans le régime de Bachar el-Assad, et notamment les Syriaques, des chrétiens qui parlent une langue dérivée de l'araméen encore aujourd'hui, et notamment quelques tribus arabes, mais tout un tas, et puis aussi une certaine gauche syrienne qui s'est aussi ralliée à eux. Bon, ils vont combattre, dans un premier temps c'était dégager le régime, mais très vite, notamment sous pression de la Turquie, les groupes islamistes de l'armée syrienne libre vont attaquer les Kurdes. Il va y avoir des combats très durs, et au nom du fait que l'argument c'était de dire c'est des koufars de communistes, c'était le justificatif donné par ces milices pour dire qu'il fallait en finir avec ces mécréants, quoi. Ensuite, quand les combats commencent à faire rage, assez isolés, ils vont réussir, grâce à un soutien populaire très fort, mais aussi avec l'aide de la guérilla, donc du PKK qui est intervenu là, à ce moment-là, pour aider le PYD, il va avoir la possibilité de repousser ses forces, et c'est les YPG et YPG. Vous avez peut-être entendu parler des unités de défense du peuple, de défense des femmes, et c'est ces unités-là de Kurdes syriens qui vont réussir à dégager la présence de ces milices islamistes de leur région, et ils vont au début être complètement cantonnés sur leur territoire. Dans cette situation, Al-Qaïda et Daesh rejoignent le combat de l'armée syrienne libre, qui à l'époque était alliée. Ils ont fait un front uni contre les koufars de communistes, et ils se sont donc mis à attaquer ensemble, avec l'aide de la Turquie, ces régions-là. Ils vont être repoussés, et deux organisations qui vont un peu sortir du lot pour la Turquie, c'est Al-Qaïda et Daesh, qui étaient à l'époque plus ou moins la même organisation, et qui vont se séparer courant 2014, après ce qu'on pourrait appeler une OPA de Daesh, qui a dit voilà, maintenant je ne suis plus l'État islamique d'Irak, je suis l'État islamique d'Irak et au Levant, c'est-à-dire la Syrie, et toutes les troupes d'Al-Qaïda doivent se soumettre à mon autorité. Et donc, avec un soutien accru, avec toutes les preuves qui ont été apportées, c'est-à-dire que, par exemple, les Américains sont très bien au courant, parce qu'ils ont fait un raid, il y a un article de Slate qui a duré
sans la Turquie, Daesh n'existerait pas, je vous conseille de le lire. Et en fait, on a retrouvé par exemple les ordinateurs du ministre du pétrole de Daesh, qui avait visiblement de très bonnes relations avec les autorités turques pour leur vendre du pétrole en masse, qui a permis à l'organisation de se financer, et à la famille d'Erdogan de s'enrichir massivement. C'est pas le seul élément, on retrouve également des armes turques, mais qui peuvent être que fabriquées en Turquie, dans les mains de Daesh. Par exemple, il y a les missiles LO, M72, je suis un peu précis, mais comme ça au moins il y a un élément, où il y a des inscriptions en turc, c'est une arme américaine qui est fabriquée sous licence turque en fait, voilà, pour être précise. Et en fait, ceux fabriqués sur des licences turques, c'est assez simple, ils sont écrits en turc, la notice dessus. Et on en retrouve des plein de ces armes-là. On retrouve aussi des munitions, on retrouve aussi une certaine incohérence, par exemple, parce qu'en 2016, régulièrement, des émirs de Daesh déclaraient qu'ils ne voyaient pas la Turquie comme un ennemi, mais comme un allié. Ou encore, on peut se baser sur la prise d'otage de Mossoul, donc suite à la prise de la ville par Daesh, il y a eu le consulat turc qui a été capturé, le personnel turc qui a été capturé par Daesh, et ça s'est heureusement fini pour eux, voilà, étrangement, alors que habituellement, dès qu'ils capturent un personnel diplomatique, en général, ils finissent égorgés. Donc c'est tous ces éléments-là qui s'appuient, puis les YPG et YPG ont tout un tas d'arguments aussi. Par exemple, on a retrouvé des émirs de Daesh dans les hôpitaux turcs, c'est-à-dire qu'ils envoyaient des ambulances en Syrie pour aller chercher les gars de Daesh sur la ligne de front. Donc ça va jusque-là, en plus des armes, en plus des finances, en plus de tout, quoi. Donc vous imaginez bien que le consulat turc n'est pas très content que j'explique ça. Donc c'est notamment pour ces raisons-là, j'explique un peu dans mon livre, même si ce n'est pas le sujet principal, comment ils ont fait. Dans ce cadre-là, le Rojava va se faire attaquer par Daesh à Kobané. Vous avez entendu parler un petit peu, peut-être, donc il y aura une grande bataille où, au début, sans l'aide, puis avec l'aide ensuite des bombardements aériens, des différentes puissances occidentales, ils vont repousser Daesh. Va se passer un tournant important à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en Syrie, n'ayant pas de partenaire entre guillemets fiable sur lequel s'appuyer pour lutter contre Daesh, que ce soit les Français, que ce soit l'État français, l'État anglais ou les États-Unis, ils vont, à partir de ce moment-là, commencer à aider les Kurdes sur la pointe des doigts, notamment en fournissant des armes et surtout un appui aérien, à leur cause. Mais dans des conditions où les deux ne s'entendent pas super bien, parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes projets pour la région, mais n'ayant pas le choix de coopérer ensemble, suite à cette situation où en Syrie, il n'y avait pas d'autres partenaires. Par ailleurs, les Kurdes syriens, pour des raisons que j'ai un peu expliquées tout à l'heure, ne peuvent pas s'allier à l'Iran, qui est la grande puissance hostile aux États-Unis de la région, et dans le même temps, il y a des pipelines qui risquent de se construire en Syrie avec des enjeux économiques importants, dont les États occidentaux aimeraient avoir leur mot à dire là-dedans, on va dire. Et donc être présent au Rojava, c'est aussi un moyen pour eux de peser dans ce type de décision. Alors il y en a plein, c'est une place géostratégique, voilà, etc., etc. Bon, donc, et bien sûr, la lutte contre Daesh, qui était le grand truc qui a mobilisé la grande cause qui a mobilisé les États européens, parce que ça plaît à l'opinion publique, mais aussi parce que le risque terroriste fait des dommages terribles, que ce soit à l'économie touristique ou que ce soit à d'autres effets. Donc il y avait aussi le risque terroriste qu'il fallait combattre, et c'est disons les raisons qui ont poussé les États occidentaux à intervenir. Et pas vraiment pour le projet politique, du moins, même si je trouve très admirable parfois le combat des femmes kurdes. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'ils se sont forgés et qu'aujourd'hui le Rojava devient un enjeu majeur parce qu'ils tiennent un tiers de la Syrie, les autorités environ un tiers, et 80% du pétrole, des réserves pétrolières de Syrie. Donc ils sont devenus un enjeu pour tout le monde dans ce cadre-là et pour donc le contrôle de ce territoire. Maintenant, le projet politique qui est des Kurdes syriens, il est c'est ce que je développe également dans mon livre, il est important sur plusieurs aspects. Alors, je vais vous parler moi de comment je l'ai vécu parce que j'ai passé un mois sur place. Et donc, quand je suis allé sur place,
Bon, on me disait, voilà, ils défendent un projet démocratique. Bon, ouais, en plus au début, pour moi, dans ma tête, bon, le PID, Parti d'Union démocratique, je me disais, ils sont peut-être un peu staliniens quand même, avec tout ce que je lis, etc., etc. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que j'ai pu vérifier sur le terrain, en fait, ce qu'ils faisaient. Donc je suis allé dans une commune qui s'appelle Tel Tamer, qui est une commune à la fois kurde et chrétienne, kurdes et syriaques, chaldéens, etc. Il y a plusieurs en fait, communautés chrétiennes sur place. Et quand je suis arrivé, ils m'ont fait d'abord une visite de la ville en disant voilà, il y avait eu des attentats de Daesh. Alors, Daesh avait fait exploser l'hôpital, ils avaient fait exploser le souk, ils avaient fait exploser les ateliers. Et donc, bon, ils me font visiter la ville, ils me font rencontrer voilà, des gens qui ont vécu ça. Bon, c'était un peu difficile à vivre, mais c'était important d'informer là-dessus. Ils avaient aussi détruit une église, pas loin de là, à Tel Stream, qu'ils avaient démolie. Et là, à un moment donné, je passe sur une place et il y a une assemblée de gens qui sont là et je leur demande mais pourquoi ils sont réunis. Et là, on me dit oui, c'est l'assemblée des martyrs, donc c'est l'assemblée des gens qui ont été victimes des attentats, qui ont eu un proche qui est mort dans ces attentats, qui ont eu une maison détruite, etc., qui sont là, en fait, pour discuter des suites de la reconstruction. Et je leur dis, mais c'est pas la commune de la ville ou l'assemblée, non, c'est les premiers concernés qui décident. Par conséquent, c'est ceux qui ont été les premières victimes des attentats qui doivent, en fait, gérer les suites, entre guillemets, politiques, financières, etc., des attentats. Et donc ils avaient décidé de faire une stèle, de construire un parc, etc. Et ces mesures, en fait, ont été appliquées par des représentants, qu'on appelle les représentants du TFDM, les mouvements pour une société démocratique, dont la coprésidente était syriaque et le coprésident était un kurde musulman. Et ils ont donc mis une... Ah pardon, excusez-moi. Ils ont donc mis en place tout un programme de reconstruction à partir de là. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que signifiait les premiers concernés décident. Je vais vous donner l'exemple le plus patent, c'est sur les femmes, où ça devient très intéressant. Alors les femmes ont lutté, les femmes kurdes ont lutté pour avoir ces acquis, hein, elles se sont énormément investies dans les partis kurdes pour changer la politique, notamment du Parti de l'Union démocratique, etc., pour avoir quelque chose de pro-femme. Et là, c'est assez impressionnant. Alors, déjà, dans chaque assemblée, chaque commune, comme je l'ai dit, comme vous avez entendu, il y a une coprésidente. En fait, les assemblées de femmes choisissent parmi elles une femme pour les représenter, et chaque poste électif sont coprésidés par un homme et une femme. Pas qu'électifs d'ailleurs, des fois il y a des postes administratifs coprésidés par un homme et une femme. Quasiment tous. Il y a très peu d'exceptions. Et donc ces coprésidences, on donne des assemblées. Par exemple, j'ai été dans un petit parlement local à Djeziré, où il y avait très exactement 50% d'hommes et 50% d'âmes dans la salle. Donc il y a une parité qui est appliquée localement qui est forte. Ceci s'appuie sur des communes, ce qu'ils appellent les communes de femmes, des assemblées de femmes, des commissions de femmes, qui se réunissent par quartier, par village, pour lutter contre la violence faite aux femmes, ou globalement en fait contre les discriminations qu'elles subissent. Et donc elles vont à frappe au porte-à-porte, dans ce cadre-là, pour informer la population, les femmes de leurs droits sur place. Notamment, par exemple, le divorce pose beaucoup de problèmes, de divorcer pour une femme dans la région. Et notamment, elles défendent les femmes quand elles veulent divorcer, ce qui n'est pas facile pour des raisons culturelles et sociales, patriarcales, etc., régionales, qui sont problématiques. Elles luttent contre la polygamie, c'est-à-dire que la polygamie au Rojava est interdite, par exemple. Et c'est donc dans ce cadre-là que les femmes localement luttent. Mais ça va plus loin. Elles ont aussi, toutes ces communes de femmes, à forme, avec leurs représentantes, ce qu'on appelle une fédération des femmes, donc de cette région. Et à partir de là, elles ont un droit de veto sur toutes les décisions qui sont prises dans les assemblées ou les parlements locaux en disant voilà, cette décision, on la trouve sexiste, elle passe pas. Ce qui fait que dans ce cadre-là, les femmes ont vraiment un mot à dire sur toute la politique, parce qu'elles peuvent tout bloquer si elles considèrent que cette loi, cette décision est injuste envers les femmes.
On voit notamment donc à travers ça qu'elles ont un réel pouvoir de décision. Et de fait, toutes les lois ne peuvent pas se faire sans les femmes. Ensuite, ou plus exactement leurs représentants. Ensuite, on a également l'armée. Donc vous avez vu ces combattantes kurdes. Ces combattantes kurdes, j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient dans les YPJ, c'est-à-dire les unités de défense des femmes. Elles ont leur propre, en fait, milice autonome d'autodéfense des femmes, avec leur propre formation et avec leur propre système de commandement, pour être indépendantes des hommes, au sein même de l'armée. Petite digression rapide, pendant la Révolution française, les femmes se battaient pour le droit de porter les armes, pour avoir l'égalité citoyenne. Et donc, on voit également, on retrouve un peu cette thématique-là au Rojava. Dans le même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le patriarcat s'est désigné comme l'un des principaux ennemis en fait, de l'égalité et d'une société émancipée. Et par conséquent, pour en finir, les femmes là-bas disent qu'il faut lutter contre la mentalité masculine. Abdullah Öcalan, le leader kurde, dit également qu'il faut en finir avec donc la mentalité masculine. Et donc il y a des formations pour les hommes, dirigées par des femmes, pour leur expliquer voilà, que la mentalité masculine c'est mal, etc. Mais aussi pour leur expliquer que le partage des tâches ménagères à la maison, c'est important. Voilà. Donc, ils cherchent à changer tous les aspects de la société, donc de la petite cellule familiale, donc aux lois qui changent tout le Rojava. Donc, on en revient au premier concerné décide. On a le même type de fédération chez les jeunes, avec le droit de veto également, sachant qu'en Syrie, il faut savoir que 80% de la population a moins de 30 ans, donc la question jeune prend des dimensions extrêmement importantes. Et les jeunes également sont très organisés. Et moi, ce que j'ai constaté chez les jeunes, c'est qu'ils sont très très bien formés. J'ai pu discuter avec des jeunes à plusieurs reprises là-bas, diverses conversations. Et ils connaissaient tout un tas de penseurs du 19e siècle, du 20e siècle, qui m'ont surpris. Ils vont vous en doutez peut-être un peu, mais ils connaissent un peu Marx, ils connaissent aussi Bakounine, ils connaissent aussi Rosa Luxembourg, ils connaissent aussi un peu Lénine, ils connaissent tout un tas de penseurs de gauche, ils connaissent aussi un peu Emmanuel Wallenstein, un altermondialiste actuellement, ils connaissent aussi un peu Michel Foucault. Donc c'est intéressant parce que c'est des jeunes qui sont très éduqués, et cette fédération des jeunes est par exemple un vecteur dans l'éducation pour la pensée libre, sur place. Ils ont, et ça va plus loin, c'est-à-dire que si on continue, les premiers concernés décident, donc par exemple, on a une reconnaissance de toutes les ethnies, de fait, parce que tout le monde peut parler sa langue. Enfin, le kurde peut être parlé librement en Syrie, en tout cas dans les zones où il y a le Rojava, mais pas que le kurde. C'est-à-dire, par exemple, il y a le syriaque, la langue dont je vous ai parlé dérivée de l'araméen tout à l'heure, qui est à Djeziré reconnue comme langue officielle. Donc, par exemple, quand j'étais au parlement de Djeziré, petit parlement local, je m'étais retrouvé avec 3 personnes qui tapaient en arabe, en kurde et en syriaque tous les textes qui étaient adoptés. Et par exemple, tous les noms de villages avaient plusieurs langues. Et là, encore une fois, la communauté chrétienne se retrouve à même de décider, parce que c'est des descendants du génocide, ces personnes-là. Par ailleurs, la plupart, ils sont arrivés là parce que les Turcs étaient en train de les tuer et ils sont réfugiés côté français. Et donc, pendant la période du mandat français. Et donc, ces populations-là, ils ont même commencé à avoir une petite zone autonome en Syrie, où ils peuvent pratiquer, ils peuvent avoir une autonomie sur plein de choses, sur leurs pratiques religieuses notamment, etc. Sur ce qui est de la question de la religion. Alors, c'est quelque chose qui a lieu dans le privé. Les seuls partis interdits au Rojava sont les partis islamistes, donc les partis qui veulent instaurer un État religieux. C'est pas rien. J'ai rencontré personnellement le ministre du culte. Là-bas, c'était assez marrant parce qu'il se réclamait d'une lignée de Spinoza et de Einstein, un ministre du culte assez particulier pour le Moyen-Orient. Et ce ministre du culte, il m'a expliqué, et alors, il faut savoir que la population au Moyen-Orient en général est très religieuse, en tout cas beaucoup plus aujourd'hui qu'en France, et que c'est très difficile, par exemple, de se dire athée
c'est un risque, hein, parfois pour sa propre vie de le dire. Par conséquent, ils ont plutôt une politique de tolérance religieuse. Et ils disent, voilà, alors par exemple, Isukul, il sortait son petit feuillet où il avait écrit tout fier, Saint-Ébris, et il prenait des textes, donc, du Coran, des textes de la Bible, des textes de la Torah, et aussi des textes yézidis. Vous savez, la minorité kurde qui a été victime d'une tentative de génocide par Daesh, au nord de l'Irak, qui a été sauvée grâce à l'intervention d'ailleurs des YPG, YPG et de la guérilla du PKK. Donc c'est quand même des dizaines et des dizaines de milliers de vies qu'ils ont sauvées par cet intermédiaire-là. C'est aussi cette guérilla du PKK qui est intervenue, qui a bloqué l'avancée de l'État islamique vers la capitale kurde Erbil, pendant que Massoud Barzani essayait de s'en échapper. Donc c'est un élément important. Et donc par exemple, ils prennent des textes des yézidis qui sont considérés par presque tout le monde au Moyen comme des hérétiques, et ils disent voilà, bon, on a tous une façon différente d'honorer le même Dieu, etc. Et ils essayent par là de faire accepter, après le lourd passif que je vous ai décrit, les croyances de chacun, et surtout de le renvoyer au privé. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une question publique, ça doit être une question privée, et ça, c'est très important pour eux. Et donc, est directement en lutte avec les pires obscurantismes, hein, parce que Daesh, hein, sa motivation, voilà, elle est très très religieuse, hein, des obscurantistes religieux, un peu équivalent de l'Inquisition chez nous, quoi. Enfin, je sais pas comment, même si je sais pas si c'est vraiment le bon exemple, mais en tout cas, je pense que il y a des accointances, quoi. Voilà. Donc, c'est ces choses-là contre lesquelles ils luttent pour créer une société justement émancipée des conflits religieux, où chacun peut avoir sa croyance. Par exemple, j'ai été également dans une institution où ils faisaient tout un travail pour faire accepter que des gens pouvaient être athées. Donc ça va jusque-là en disant, voilà, dans une population, voilà, il y a des gens qui ont du mal à croire. Moi, quand j'étais devant le ministre du culte, ça a été difficile parce que je lui ai dit que comme on lui a posé une question, on lui dit oui, comment les athées sont traités, voilà, dans vos régions, au Java, etc. Puis la traductrice, ne trouvant pas de mot pour désigner athée, a dit koufar, donc qui veut dire mécréant. Et en fait, le ministre du culte a commencé à se dire non, mais il n'y a pas de koufar chez nous, je sais pas comment, il était tout vexé. Mais voilà, c'est pour vous dire d'où on part en fait, hein, pour faire accepter les croyances de chacun. Voilà. Donc ça, c'est la politique qui rapproche le plus d'une politique laïque, hein, au Moyen, tous les États désignés. En Turquie, je rappelle que les mosquées sont nationalisées et que les discours des imams est écrit par l'État directement. Hein. C'est pas vraiment une laïcité comme on entend, et surtout qu'en plus, les écoles publiques, qui étaient un peu moins orientées cours coraniques, se sont fait remplacer en masse par les imams taïb, c'est-à-dire des écoles avec des imams qui enseignent directement aux gens. Hein. C'est la situation en Turquie qui s'est radicalisée actuellement. Voilà. Et pourtant, la Turquie est un des rares pays qui avait inscrit la laïcité dans sa constitution. Alors, ils ont inscrit la laïcité dans leur constitution, mais en fait, c'est un accord politique. J'explique. Ce qui s'est passé avec Mustafa Kemal dans les années 20, c'est qu'il y avait, sous l'Empire ottoman, 3 forces religieuses. Je suis désolé, je fais un petit aparté. Il y avait les oulémas, qui eux avaient le pouvoir judiciaire sous l'Empire ottoman, pour aller vite, c'était les cadis, les juges de province. Il y avait les ashrafs, qui après la chute de l'Empire ottoman n'existent quasiment plus en Turquie. Les ashrafs, c'est les descendants du prophète, qui contrôlent les lieux saints et qui se faisaient leur blé, enfin leur argent sur le pèlerinage. Mais eux, ils ne sont pas très importants en Turquie même, ils sont surtout importants en Arabie Saoudite ou en Syrie, historiquement. Et il y a un troisième courant qui est les chers, et les chers, c'était donc des chefs, ils pratiquaient un espèce d'islam ésotérique. Et c'était très pratiqué chez les Kurdes. Et en fait, ce que fait Mustafa Kemal dans les années 20, alors que lui-même est agnostique par ailleurs, hein, il va s'allier aux oulémas en les nationalisant, en expulsant tous les chrétiens qui restaient, c'est-à-dire les Grecs, et pour islamiser la Turquie, hein, c'était clair. Hein. Et dans ce cadre-là, il va s'allier aux oulémas en les nationalisant, en leur payant leur salaire pour en fait casser le kurde qui avait un islam ésotérique et pas très réglementaire. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que ça s'est fait en fait la laïcité dite turque. Et il a dit oui, mais nous on est laïcs parce qu'on paye les salaires de toutes les religions, des rabbins, des chrétiens. Sauf que bon,
il se trouve que les Juifs, bon, ils étaient un peu victimes d'antisémitisme beaucoup en Turquie, et donc ils avaient fui. Et les chrétiens, ils avaient été génocidés, bon bah, ou déportés. Donc c'était facile de dire ça après un génocide, quoi. Donc c'est ça en fait la laïcité turque. Donc c'est un peu compliqué. L'État turc est bâti sur le génocide arménien qui se fait au nom de l'islam. Donc c'est important à comprendre. Par là, je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça, hein, c'est pas du tout ma pensée, hein, je tiens à le préciser. Mais en tout cas, c'est les arguments des bourreaux que je donne. Mais je dis pas que voilà, je juge pas les musulmans à partir de ça. Donc c'est ces choses-là bon, qui se déroulent en Syrie pour ce qui est de la politique, on va dire un peu qui se rapproche le plus de la laïcité, je pense, dans la région avec le Rojava. Ensuite, on a aussi donc des communes qui sont organisées, qui organisent la vie sociale, donc, je disais par quartier, par village, etc., qui ont un vrai pouvoir de décision locale. Par exemple, ici, on a perdu toute emprise sur les décisions locales. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu aussi également. Il y avait un jeune dans une commune qui avait construit un mur à un endroit où il ne fallait pas. Voilà. Et donc, la mairie qui avait été élue, avec des commères, avait décidé de lui mettre une amende. Avec l'espèce de truc qui sert de police municipale, mais qui s'organise un peu différemment de chez nous. Et ils mettent une amende, et le jeune, avec sa commune à lui, avait contesté l'amende auprès de l'Assemblée Générale de la commune, avec les représentants de tous les quartiers. Et donc, il menait une bataille pour faire annuler son amende pécuniaire démocratiquement. C'est à ce genre de petits détails en fait, qu'on voit qu'il y a une vie démocratique locale forte. Par exemple, ça peut être pareil si vous voulez construire une boulangerie. Par exemple, dans votre quartier, vous constatez qu'il manque une boulangerie. C'est à partir de l'assemblée de la commune que vous mettez en place la politique. Vous cherchez un boulanger, vous cherchez les moyens de financer la construction de la boulangerie, etc. C'est-à-dire qu'il y a une vraie véritable démocratie locale qu'on peut constater tous les jours qui est assez impressionnante et intéressante. À voir avec la base que je vous ai dit, voilà, les premiers concernés décident. Donc si c'est d'abord les femmes qui sont concernées, c'est d'abord les femmes qui décident. Et en même temps, c'est la tentative d'un vivre ensemble avec cet héritage. Par exemple, ces communes doivent régler, ont mis en place ce qu'on appelle un appareil judiciaire très intéressant, donc avec des comités ça s'appelle comité de la paix ou des comités de réconciliation. Et ces comités-là, donc, où les membres sont élus parmi la commune, sur place, sont chargés de régler les conflits judiciaires, alors, pour éviter que les choses s'aggravent. Donc par exemple, si vous avez un problème avec vos voisins, un problème de vol, plutôt que d'aller porter plainte au tribunal, ce que vous pouvez faire, ils préfèrent régler la chose à l'amiable avec les principales parties intéressées. Et là où ils font un travail intéressant, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les colons arabes qui ont pris la terre des Kurdes. Mais j'aime bien que les Kurdes, ils ne l'ont pas oublié. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour régler ce conflit-là, les terres et les fermes d'État ont été communalisées et mis sous contrôle en fait des mairies et des communes au niveau local. Et ils ont fait, ils ont dit voilà, on va pas virer les Arabes qui sont là. Ça fait 50 ans qu'ils sont là, ça va donner une nouvelle catastrophe. Et